All rise, veuillez vous lever. Please be seated, veuillez vous asseoir. Le président. Bonjour à nouveau à tous. Maître Haynes, veuillez poursuivre. Maître Haynes, je vous remercie. Donc, pourquoi est-ce qu'une personne qui n'aurait pas été victime des soldats du MLC déclare qu'elle l'a été? En fait, il y a deux explications. Et aucune n'est vraiment frivole, d'ailleurs. La première, c'est par erreur. Les victimes n'arrivaient pas à identifier correctement leurs assaillants. Deuxième explication, c'est une explication culturelle. C'est-à-dire qu'une victime croit qu'elle connaissait la faction militaire, voire même l'identité de son assaillant. De toute façon, il y avait une culture. La culture, c'était de faire endosser le crime au Banyamulenge. Or, c'est pas optionnel. Et je pense que ces deux explications se sont combinées dans la plupart des cas. L'identification des victimes par le biais des facteurs qui ont été mentionnés rapidement par l'accusation hier ne marche pas en fait. On ne sait pas comment identifier les soldats dans ce conflit. On ne peut pas dire qu'ils étaient identifiables par leur uniforme, leurs habillements ou leurs armes. Quand on regarde les éléments de preuve qui existent, on voit bien que toutes les personnes impliquées dans ce conflit portaient soit un uniforme des FACA, soit des habits civils, soit un uniforme dépareillé, civil et militaire. Et c'est pareil pour les forces de Miskine, les rebelles de Miskine, les Caraco, le MLC. Ils étaient tous habillés de la même façon. Et tout le monde avait un AK-47. Et tout le monde portait quelques habits. Et portait souvent des chaussures, ou parfois pas de chaussures. Et la Chambre ne peut pas dire que c'est l'habillement qui permettait d'identifier les militaires, ni leurs armes. Pour ce qui est maintenant de la langue, alors au début de ce procès, il est vrai que c'est un point qui a été étudié à grands frais et de très près, mais maintenant, c'est tout en miettes. Certes, on sait que des soldats parlaient quelques mots de lingala, mais qu'est-ce que cela veut dire? Qu'ils parlaient quelques mots de lingala, rien d'autre. Ça ne prouve pas qu'ils faisaient partie du MLC. Ça ne prouve même pas qu'ils venaient de la République démocratique du Congo. Et l'accusation se base sur des mots, des phrases qui sont élémentaires, simplistes, tellement simplistes qu'on ne peut pas les utiliser pour en déduire que cette personne parlait couramment une langue. Le lingala, de toute façon, était bien compris dans la région et était parlé d'ailleurs dans une bonne mesure par les gens qui habitaient en République centrafricaine, qu'ils soient réfugiés, commerçants, voire soldats formés en République démocratique du Congo. Nous avons fait une analyse statistique de la chose. Contrairement à ce que pourrait penser Madame Maître Douzima, si les
témoins en l'espèce sont représentants de la République centrafricaine, eh bien 1 sur 4 doit parler lingala, parce que c'est comme ça en Centrafrique, parce que parce qu'un quart de nos témoins parlaient lingala. Donc vous savez que le lingala était parlé par un grand nombre de factions impliquées dans les événements. Les éléments des forces de Bozizé l'utilisaient assez souvent d'ailleurs lors de leurs infractions, pour désorienter leurs victimes, pour leur faire peur en utilisant une langue qu'elles ne comprenaient pas et surtout pour brouiller les pistes quant à leur identité. Et puis maintenant, le contrôle ou l'occupation d'une zone, là non plus, ne peut pas vraiment aider à résoudre les problèmes auxquels la Chambre est confrontée. Comme je l'ai déjà dit, lorsqu'on parle d'un viol à PK12 en janvier ou en décembre, si on parlait d'un viol à PK12 en décembre ou en janvier, ce serait utile. Ou en novembre aussi, à Damara. Ce serait utile parce qu'on saurait pour sûr que ce seraient les forces de Bozizé. En janvier, on pourrait être sûr que c'était le fait des loyalistes. Mais comme je vous l'ai déjà dit, tous les crimes sur lesquels vous devez trancher ont eu lieu dans la période très floue du conflit, lorsque les positions des forces en présence étaient très brouillées. Un groupe d'hommes armés se trouvait à Bangui quelques jours, et puis quelques heures plus tard, un autre groupe d'hommes, habillés absolument de la même façon, arrivait. Un grand nombre de plaignants se sont enfuis et ont été attaqués lorsqu'ils étaient en fuite, en brousse. D'autres sont revenus après quelques jours, se sont cachés chez eux. Mais en fait, la vérité, c'est que aucun des camps en présence ne contrôlait les zones où ces crimes sont censés avoir eu lieu, en tout cas aux dates alléguées. Même à PK12, les forces de Bozizé ne se sont retirées qu'à PK22, donc à 10 km de là. Et ils y sont restés 6 semaines. Et les juges de la Chambre ont entendu de la bouche même de leurs soldats qui sont retournés pour défendre la zone. Donc, à aucun moment, en fait, lorsque l'on parle de l'occupation et du contrôle, on ne voit pas comment distinguer les soldats du MLC et les autres paramilitaires loyalistes qui combattaient à leur côté. Il est vrai que certains d'entre eux auraient pu savoir dire Yaka. Mais donc, la Chambre ne peut se baser sur rien pour identifier les auteurs des crimes allégués. Rien qui lui permette de les identifier comme étant des soldats du MLC. Maintenant, je vais en arriver au mot Banyamulenge. Rappelez-vous le climat dans lequel ces plaintes ont été faites, l'ambiance dans laquelle les déclarations ont été recueillies et les éléments de preuve ont été obtenus. D'après les rapports de presse, il semble on sait très bien qu'il y a eu des infractions des deux côtés du conflit, mais à partir de mars 2003, un récit a été élaboré, un récit qui excluait systématiquement la culpabilité des forces de Bozizé et la culpabilité aussi de l'essentiel des éléments loyalistes de la coalition. Ce n'est pas une surprise d'ailleurs, parce que Bozizé, à l'époque, était chef d'État d'un pays d'où venait l'essentiel des témoins. Et ces forces rebelles ont été englobées dans l'armée nationale après qu'il ait pris le pouvoir, ainsi que le reste des forces FACA, les éléments des milices et les caracos. Même Miskin et ses hommes se sont réinstallés en République centrafricaine. Donc il aurait été plus que courageux d'accuser qui que ce soit parmi ces personnes de crime. Mais on peut avoir une petite idée de la gouvernance de Bozizé quand même. Lorsqu'on voit ce qui s'est passé
lorsqu'il est arrivé à Bangui, dans les jours suivant son arrivée à Bangui. Vous avez entendu, mesdames les juges, que la ville a été livrée au pillage par ces hommes pendant des jours. Alors là, il y a quand même un certain effet de coercition. Les enquêtes qui ont eu lieu en 2003-2004 avaient été demandées par ce même régime. Et ce n'est pas une surprise qu'il n'y ait aucune plainte contre les hommes de Bozizé ou contre les FACA. Alors, on a beaucoup parlé de Loco-Defat, quoique depuis un moment, on en parle moins. Enfin, je ne voudrais pas quand même que l'on monte Locofad en épingle. Mais bon, Locofad n'était pas une organisation non gouvernementale, étant donné qu'elle était financée en partie par le gouvernement Bozizé. Et sa figure de proue, son égérie, était la redoutable Bernadette Sayot, qui est une personne inextricablement liée au gouvernement de Bozizé. Certes, elle, à un moment ou à un autre, elle a démissionné de son poste de ministre, mais je pense que les membres de Codefad n'ont pas vraiment saisi cette nuance. Et cela n'a pas calmé son implication auprès des victimes témoins. Et la Chambre le sait très bien d'ailleurs. Le Codefad ne faisait que promouvoir les intérêts de ceux qui disaient avoir été victimes des Banyamulenge. On ne pouvait pas être membre de l'Ocodefad en disant qu'une autre faction vous avait attaqué. Certes, on pouvait toucher les avantages matériels lorsqu'on était membre. Éducation, moyens de subsistance, il y avait aussi un but social. Les soi-disant victimes se rencontraient, se parlaient. Bon, je ne peux pas vraiment rentrer dans les détails, nous ne savons pas. Mais il y avait des interactions sociales et ça peut avoir son effet. Et puis il faut, pour reprendre ce qu'a dit Maître Douzi Malosol, il est vrai que cette organisation était pratiquement la seule à fournir des témoins à l'accusation, témoins venant de la République centrafricaine. Mettons cela de côté. Les victimes, en l'espèce, lorsqu'ils viennent de République centrafricaine, ont une caractéristique commune. Ils refusent toujours d'accepter que les forces de Bozizé auraient commis des infractions, à moins qu'on les confronte à la chose, de but en blanc. À de nombreuses reprises, ils vous ont dit « Oh, ils ne faisaient que tirer en l'air ». Et les gens les ont vus arriver et les ont accueillis avec joie. Fort heureusement, nous n'avons pas uniquement pu nous baser sur les éléments de preuve de ceux qui vivaient sous le régime épouvantable de Bozizé à l'époque et qui ont été interviewés par l'accusation et qui ont présenté des éléments de preuve ici. Il y a d'autres personnes, ceux qui se sont échappés de RCA en 2003, ceux qui faisaient partie du contingent du MLC, ceux qui se sont échappés par la suite. Mais surtout, le plus important, nous avons accès à des éléments de preuve contemporaines, à des vidéos qui nous ont été montrées, par exemple, au cours de ce procès. Dans une de ces vidéos, on voit l'entrée des troupes de Bozizé dans Bangui le 25 octobre. Eh bien, je peux vous dire qu'ils ne tiraient pas vraiment en l'air. Non, ils se sont immédiatement livrés au pillage et le lendemain au meurtre. Et ça, c'est sur film. 6 jours plus tard, voici ce qu'on entend sur la vidéo. Et je cite. Voici ce qui arrive après que les rebelles soient entrés dans notre pays et violemment fait parler leurs armes. Mais ensuite, nos frères venant de la RDC, les Banyamulenge, sont venus dans notre pays et ont fait en sorte que les choses s'apaisent. Je suis désolé, Maître Douzi Malossan, mais c'est sur la vidéo. Ils ont été accueillis parce qu'ils avaient chassé les rebelles de Bozizé. Alors, ce qui est important ici, ce n'est pas tant la réaction à l'époque,
Mais la façon dont la personne a essayé de contredire tout ce que l'on voyait de façon flagrante sur la vidéo, et ce, 9 ans plus tard. Il a essayé de dire qu'en fait c'était un film de mars 2003 et non pas d'octobre 2002. Il a dit que les choses n'étaient pas vraiment ce qu'elles semblaient être. Enfin, moi, je pourrais dire qu'il a fait des acrobaties intellectuelles, pour le moins, qui sont absolument typiques des récits de tous les témoins centrafricains en ce qui concerne 2011 à 2012. Tous ceux qui ne voulaient pas accepter qu'il s'agissait de libérateurs et qui ne voulaient pas accepter que Bozizé ait fait quoi que ce soit de mal. Il y a un deuxième film que l'on voit à Sibout aussi, où on voit des personnes assez joyeuses qui accueillent le MLC. Donc, il y avait plusieurs journalistes qui étaient là, qui ont pu interviewer tout le monde. Et les articles de presse de l'époque confirment bien la brutalité des forces de Bozizé en ce qui concerne la population dans cette ville. Et montrent bien qu'il y a eu libération de Sibout par les forces du MLC. Alors, on comprend parfaitement pourquoi les victimes et les témoins de RCA veulent essayer de tempérer les actions de Bozizé, vu leurs conditions de vie lorsqu'ils ont témoigné. Et vu aussi que... mais ce qui est plus difficile à comprendre, c'est que l'accusation persiste à faire survivre le mythe de l'innocence de Bozizé. Il n'était pas innocent. Ces hommes ont commis un grand nombre de crimes et Léonier est irréaliste. Mais les témoignages... Donc lorsque l'on a des témoignages qui veulent colorer un peu les événements de cette façon, il faut quand même les remettre en question, puisqu'ils les colorent toujours de la même couleur, ils vont toujours dans la même direction lorsqu'il s'agit d'identifier les auteurs des crimes dont ils ont été victimes. Et de plus, ceux qui se plaignent souvent... prétendent avoir subi et d'être victimes, ont intérêt à le faire. Il y a eu près de 5000 demandes de participation, vous le savez, mesdames les juges. Donc, cela signifierait que tout soldat du MLC en République centrafricaine aurait commis au moins 3 crimes par personne. Et la plupart de ces demandes n'ont pas été approuvées avant le début du procès. Vous avez entendu aussi parler des intermédiaires qui faisaient payer les demandes et qui conseillaient les personnes pour leur dire de ne pas toujours être parfaitement... et pour leur dire de faire des fausses demandes. Vous savez qu'ils demandent des centaines de dollars, parfois des centaines de milliers de dollars. Vous savez quelles sont les objections de la défense en ce qui concerne la participation des victimes. Nous considérons qu'ils disent toujours avoir été attaqués dans des zones qui n'ont jamais été occupés par le MLC, où ils ont été attaqués à des moments où le MLC n'était pas là. Donc, pour savoir si un crime a été commis par un subordonné de M. Bemba, la Chambre va devoir être extrêmement prudente lorsqu'il s'agira d'évaluer les éléments de preuve. Le P75, par exemple, elle ne peut pas avoir été violée par les soldats du MLC. Et pourtant, elle l'affirme. Elle a dit avoir été violée par les Banyamulenge. Et ça, c'est le mot dangereux. Parce que sous Bozizé, en République centrafricaine, à un moment, on n'accusait plus personne d'autre de crime que les Banyamulenge. Alors, ça ne peut pas être vrai. C'est faux. C'est évidemment faux. Ce mot Banyamulenge a perdu tout son sens
c'est devenu l'équivalent de la personne qui m'a attaqué. Mais ce que cela n'est pas devenu, et c'est un mot que ça ne pourra jamais devenir, c'est-à-dire subordonné de M. Bemba. L'accusation doit prouver que chaque auteur ayant commis les crimes allégués était un subordonné de M. Bemba. Or, nous faisons valoir que les éléments de preuve en matière d'identification ne permettent pas à la Chambre de faire ce lien. J'en ai terminé avec les 2 premiers chapitres de ma présentation. Je vais maintenant passer la parole à Madame Taylor, qui va vous parler des éléments contextuels et des crimes. Maître Taylor, Madame le Président, Mesdames les juges, toutes les allégations vagues et générales ne sauraient être utilisées pour inculper un accusé et tous les crimes commis n'arrivent pas devant la CPI. Aujourd'hui, j'évoquerai devant la Chambre tout d'abord les limites de la compétence de la Chambre s'agissant de l'examen d'allégations d'incidents qui sont en dehors du champ des charges confirmées et deuxièmement, l'échec de l'accusation à présenter un dossier clair et substantié en ce qui concerne la manière dont elle a répondu aux éléments contextuels de cette affaire. Dans sa déclaration liminaire à ce procès, l'ancien procureur, M. Luis Moreno Ocampo, a déclaré que la différence entre un commandant militaire et un criminel, c'est le respect de la loi. Cela ne s'applique pas uniquement aux commandants militaires, mais s'applique de la même manière à tout le monde, y compris les procureurs. Le statut de Rome fixe certaines lois et procédures. C'est de la responsabilité de tous ceux qui comparaissent devant la Cour de respecter ces règles. Ceci implique l'obligation de respecter les conditions et le cadre des décisions juridiques, ce qui n'a pas été le cas. Cette affaire se caractérise par une absence systématique de respect des limites légales des charges contre M. Bemba. Se caractérise également par une absence systématique de la part de l'accusation de respecter son obligation de prouver les éléments de cette affaire au-delà de tout doute raisonnable. S'agissant de la portée des charges, pendant la même déclaration liminaire, M. Ocampo a fait référence aux hommes de M. Bemba commettant des centaines de viols et des centaines de pillages. Hier encore, nous avons entendu que le MLC avait commis des centaines de viols et citer le chiffre de 1000 victimes des MLC. Ce type de déclaration peut peut-être faire la une des journaux, mais ne reflète pas la réalité des charges. Par opposition aux centaines de viols et de pillages cités, la Chambre préliminaire a confirmé 9 incidents de viol, 5 incidents de pillage et 2 incidents de meurtre. C'est la somme totale des charges qui ont été confirmées. Tout ce qui est en dehors de cela ne saurait faire l'objet des délibérations de la Chambre. Comme cela a été illustré par les décisions en appel dans les affaires Kadhafi et Senussi, un incident n'est pas un concept amorphe, ça n'est pas un événement historique, c'est un événement historique défini dans le temps et dans l'espace. Un incident, c'est une attaque sur des rebelles dans un lieu particulier ou l'arrestation d'un dissident. Ça ne saurait être une campagne générale pour livrer une guerre. L'accusation avait l'obligation de prouver chacun des incidents imputés selon la norme, au-delà de tout doute raisonnable. Comme l'a indiqué Maître Haynes, l'accusation n'a pas fait cela. En revanche, elle a inondé la Chambre, distrait la défense avec tout un éventail d'éléments de preuve non fiables portant sur des allégations non pertinentes. Il semble que l'accusation ait tenté de masquer son échec à présenter des éléments de preuve fiables et crédibles en ce qui concerne les crimes imputés
en encombrant l'affaire d'éléments de preuve concernant des crimes non confirmés. Elle ne peut pas le faire. Le statut ne permet pas ce genre d'échange. Au stade de la confirmation, le procureur doit prouver tous les incidents étayant les charges pour atteindre le seuil de motif substantiel de croire. L'accusation n'a pas Si l'accusation ne le fait pas à ce stade, les incidents ne sont pas confirmés pour le procès. L'utilisation de libellés vagues dans les charges ne dispense pas l'accusation de respecter ce critère. Il est clair que si l'accusation n'est pas en mesure de fournir des détails sur les incidents à la chambre préliminaire, eh bien, elle n'a pas prouvé l'existence de tels incidents au niveau de preuve requis. Suggérer librement qu'il y a peut-être eu d'autres crimes ou d'autres victimes ne constitue pas un événement historique défini dans le temps et dans l'espace. La chambre préliminaire ne peut pas confirmer une absence de preuves. Comme l'a soutenu Maître Haynes, l'accusation a pratiquement jeté aux oubliettes au stade de la confirmation les théories et les éléments de preuve. Ceci ne fait que souligner à quel point l'accusation s'est écartée du chemin des charges confirmées. La CPI n'est pas non plus le TPY ou le TPIR. L'accusation ne peut pas essayer de s'affranchir des contraintes fixées par la décision de la chambre préliminaire en prétendant que M. Bemba avait bien été informé des allégations supplémentaires et n'avait pas subi de préjudice. À part le fait que de tels arguments sont tout simplement inexacts, ils sont en outre non pertinents. Le statut de la CPI ne donne à la Chambre aucun pouvoir discrétionnaire pour fonder des incidents qui n'ont pas été confirmés par la Chambre préliminaire. Ce procès n'a commencé qu'environ 2 ans et demi après l'arrestation de M. Bemba. À tout moment pendant cette période, le procureur aurait pu demander à la Chambre préliminaire d'amender les charges pour inclure des incidents supplémentaires, ce qu'elle n'a pas fait. La délimitation statutaire stricte entre les pouvoirs octroyés à la chambre préliminaire et les pouvoirs de la chambre de première instance ne conviennent peut-être pas au procureur. Cela rend peut-être plus difficile pour lui d'obtenir des condamnations. Néanmoins, la Cour ne doit pas avoir peur des acquittements parce que c'est ce que le respect du droit exige. Le respect du droit dans cette situation ne crée pas l'impunité, cela crée la justice. En conséquence de l'approche erronée du procureur, une grande partie des 2 dernières années s'est passée à entendre des éléments de preuve non pertinents portant sur des charges non confirmées, sur des allégations non confirmées. En même temps, l'accusation n'a pas utilisé cette période pour présenter dans son dossier des allégations confirmées pour qu'elles soient considérées comme des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité. J'en prends pour exemple la théorie du procureur concernant le lien existant entre le conflit interne armé et les crimes confirmés, qui est fondée sur un paradoxe complet. L'accusation a avancé la théorie selon laquelle la Chambre de première instance devrait croire que les troupes du MLC étaient les seules troupes présentes en RCA lorsque les crimes ont eu lieu, les crimes allégués. Elle l'a fait pour avancer une théorie tout aussi improbable selon laquelle les troupes commettant les crimes en RCA étaient les troupes du MLC. Cependant, pour soutenir cette théorie, l'accusation a dû débarrasser ses arguments de toute référence à un engagement direct du MLC ou avec d'autres troupes présentes en RCA. L'accusation veut vous faire croire que partout où allait le MLC, eh bien, il n'y avait qu'eux et des civils. Comme l'a dit hier l'accusation, le MLC aurait traversé en venant de la RDC vers Mongumba en une journée, aurait pillé des biens et serait rentré.
Le conflit avait lieu à des kilomètres de là. Alors, où est le lien avec le conflit armé? L'accusation voudrait vous faire croire que le MLC et les rebelles de Bozizé se livraient à une sorte de valse étrange, les rebelles faisant 2 pas en arrière, le MLC 1 pas en avant, sans que les deux ne se rencontrent jamais. Bien entendu, on ne peut pas vérifier si c'est bien le cas, car l'accusation n'a pas fourni de date précise, de lieu précis en ce qui concerne les mouvements de troupes. L'accusation n'a jamais dressé une carte des limites de ce conflit qui est supposé étayer ses charges. Comment est-ce que vous prouvez un lien qui est tellement vague et nébuleux que personne ne sait exactement qui faisait quoi, à quel endroit et à quel moment? On peut toujours accrocher une queue à un âne, mais on ne peut pas accrocher une queue comme ça dans l'espace. On ne saurait pas non plus s'appuyer sur des experts, des témoins experts comme M. Tabot pour prouver des allégations factuelles en cette affaire, donc les éléments contextuels. Il y a une raison bien précise pour laquelle l'accusation n'a que survolé ces détails. Si elle ne l'avait pas fait, eh bien, il aurait été trop évident que le MLC ne se trouvait tout simplement pas sur place au moment pertinent. Et c'est M. Bozizé aujourd'hui qui se trouverait derrière nous et non pas M. Bemba. Un des meilleurs exemples de cela, de ces lacunes dans le dossier de l'accusation, c'est leur tentative de s'appuyer sur V2 pour fonder l'existence d'affrontements directs pour s'emparer de 6 buts. L'accusation a prétendu qu'il y avait des affrontements directs n'a pas prétendu, qu'il y avait des affrontements directs entre le MLC et les rebelles. Elle a juste parlé d'affrontements directs. Alors, qui affrontait-il? Selon la déposition de V02, au moment où le MLC est entré dans 6 buts, les rebelles étaient déjà partis depuis une semaine. Il semble difficile d'affronter quelqu'un qui n'est tout simplement pas présent sur place. Ça ressemble davantage à un affrontement à distance plutôt qu'à un affrontement direct. Les raisons de V2 pour nier que les rebelles étaient présents sont claires. Comme beaucoup de témoins dans cette affaire, il n'était tout simplement pas présent lorsque le MLC est arrivé. Il avait fui. Il n'a pas pu donner les noms d'aucun des auteurs effectifs. D'ailleurs, personne n'a pu le faire. La seule manière dont lui-même et d'autres témoins ont pu montrer du doigt le MLC, c'est en disant que ça devait être eux parce que c'était les seuls présents sur place. On ne peut cependant pas avoir à la fois le beurre et l'argent du beurre. S'il devait y avoir des affrontements directs à 6 buts entre les forces armées, le crime aurait pu être commis par des soldats n'appartenant pas au MLC. Mais s'il n'y avait pas d'affrontement direct pendant ce conflit miraculeusement pacifique, alors l'accusation devait avancer une autre théorie sur la manière dont le lien existant entre le conflit armé et cela existait. La Chambre de première instance avait l'obligation de déterminer la vérité au-delà de tout doute raisonnable. Il est cependant totalement impossible de fonder un jugement sur ces deux théories fondamentalement contradictoires. Le dossier de l'accusation comporte des lacunes tout aussi fondamentales s'agissant des éléments contextuels des crimes contre l'humanité. Le statut prévoit que l'accusation prouve l'existence d'une politique de l'organisation visant à attaquer la population civile. Ce n'est pas une exigence mineure. Elle sert de barrière contre des crimes qui ne doivent pas être présentés devant la CPI. Cela empêche la CPI d'enquêter sur des émeutes de rue à Londres, par exemple, ou sur des massacres commis dans des écoles aux États-Unis. Si cet élément est ignoré ou atténué, cela, pour reprendre les termes du juge Cole, cela pourrait transformer la CPI en une cour internationale désespérément surchargée et inefficace. Ce que cette exigence signifie en pratique, c'est que l'accusation doit prouver que le MLC, en tant que groupe organisé, a promu activement ou encouragé des attaques contre des civils.
Ça ne peut pas être n'importe quel type d'attaque non plus. L'organisation doit commettre une série de crimes contre des civils. Ça ne peut pas non plus être n'importe quel type de crime. Ça doit être un des crimes spécifiques visés à l'article 7, c'est-à-dire le meurtre, le viol, mais certainement pas le pillage. Enfin, l'accusation doit prouver que M. Bemba savait que le MLC menait une telle politique visant à tuer ou violer des civils en RCA. Et c'est là que le dossier de l'accusation s'effondre totalement. L'accusation ne peut pas prouver que M. Bemba avait bien cette information. D'ailleurs, comme Maître Gibson le dira, il n'existe tout simplement pas d'éléments de preuve que M. Bemba savait effectivement que les troupes du MLC tuaient et violaient des civils en RCA. D'ailleurs, comment pouvait-il le savoir lorsque les éléments de preuve montrent que les victimes ne dénonçaient pas les crimes? Comment pouvait-il le savoir alors que même aujourd'hui, 12 années plus tard, l'accusation n'est toujours pas parvenue à identifier les auteurs du MLC? Comment pouvait-il être informé de ces crimes lorsque la théorie du commandement alternatif de l'accusation est fondée sur l'argument selon lequel il ne savait pas mais qu'il aurait dû savoir? L'accusation n'a pas expliqué non plus comment ces choses pouvaient être possibles. D'ailleurs, ils ne s'y sont même pas essayés. Ils ont juste essayé de survoler cette question en espérant que personne ne s'en rendrait compte. Malheureusement, ça n'est pas possible, tout simplement. Chacun des différents aspects de l'affaire doit être examiné et prouvé. Il ne revient pas à la défense de remettre de l'ordre dans cette confusion. Ce n'est pas non plus le rôle de la Chambre. Cela incombait à l'accusation qui n'y est pas parvenue. Merci. Good afternoon, Madam President. Maître Gibson, bonjour, Madame le Président, Mesdames les juges. Avant d'arrêter M. Bemba en 2008, l'accusation avait passé des années à diligenter des enquêtes au sujet des événements en République centrafricaine, en 2002 et en 2003. Ils y ont passé littéralement des années. Et ils ont conclu qu'il y avait des motifs raisonnables de croire que l'ancien président de la RCA, Ange-Félix Patassé, avait coordonné les forces et avait donné des ordres directs au contingent du MLC en RCA. Il n'avait pas été suggéré que M. Bemba avait conservé le contrôle des troupes qui avaient traversé l'Ubangui pour aller combattre aux côtés des soldats des FACA en octobre 2002. Donc, en conséquence, l'accusation a accusé M. Bemba d'être un co-auteur du président Patassé. Cela fut le résultat des enquêtes menées par l'accusation. C'était ce qu'il croyait. Mais l'affaire des co-auteurs n'a pas été confirmée. M. Bemba est maintenant traduit en justice en tant que supérieur hiérarchique et les premiers éléments de preuve obtenus par l'accusation, ses enquêtes, tout ce qui a été présenté à ce moment-là a tout simplement été écarté. Des témoins ont été abandonnés, tout cela a été oublié. L'accusation maintenant présente des arguments qu'elle n'avait jamais l'intention de présenter au départ. C'est une affaire qui ne tient pas compte de ses propres enquêtes. Et ce qui est encore plus important, il s'agit d'une affaire qui ne correspond absolument pas au périmètre et aux faits qui ont été présentés à la Chambre au cours des 4 dernières années. Pris dans sa formulation la plus simple, l'accusation demande à la Chambre d'accepter 2 postulats essentiels. Premièrement, M. Bemba était en mesure de donner des ordres opérationnels aux soldats du MLC qui se trouvaient dans un État étranger, dans des zones où il n'avait jamais mis les pieds, alors qu'il n'avait aucune connaissance en temps réel de l'évolution de la situation militaire sur le terrain. Deuxièmement, il s'agit de dire qu'une guerre peut être menée par une coalition multinationale de troupes avec un contingent qui relève d'une chaîne de commandement séparée et qui est dirigé
à distance par quelqu'un qui n'est absolument pas en contact avec le commandant général. Aucune de ces deux propositions n'a été établie au-delà d'un doute raisonnable. Et d'ailleurs, aucune de ces deux propositions ne correspond à une possibilité réaliste. Dans ce contexte, il est crucial de prendre en considération les éléments de preuve relative à M. Bemba. Qui était-il? Quel était son passé? Quelle fut sa formation militaire et son expérience militaire? Quel type de commandant militaire pourrait diriger des opérations sans pour autant qu'il n'y ait aucune interaction avec le centre de contrôle et de commandement en opération? Monsieur Bemba n'a pas fait ses classes. Il n'a pas été formé dans des collèges militaires nationaux ou étrangers. Il n'a pas suivi les cours de Sandhurst. Il n'a pas étudié à West Point. La formation militaire de M. Bemba a duré une semaine à la Forestière, à Kisangani. Il y a des personnes présentes dans ce prétoire qui ont beaucoup plus de formation militaire que M. Bemba. Les témoins de l'accusation, ou le témoin de l'accusation 36, le P36, a témoigné et a dit que M. Bemba n'avait jamais dirigé d'opération tactique. Ce n'était pas un commandant opérationnel, même pas lorsqu'il était dans son pays ou chez lui, même pas lorsqu'il était au Congo, même pas lorsqu'il se trouvait près de ses soldats et qu'il pouvait avoir toutes les informations à portée de main. Le témoin P36 a dit à la Chambre que le rôle de M. Bemba se limitait à donner des consigne générale, mais que pour ce qui était des manœuvres, des ordres opérationnels en avant-marche, tout cela était du ressort du commandant opérationnel. La situation du MLC en RCA n'était en fait pas unique. Des contingents de soldats venant de différents États et se retrouvant pour lutter dans le cadre d'une coalition multinationale est une réalité des conflits modernes. Et lorsque cela se passe, lorsque des contingents sont formés et viennent du Royaume-Uni, du Kenya ou du Népal et se retrouvent pour former une coalition, ils ne maintiennent pas une ligne séparée de commandement opérationnel auprès de leur hiérarchie nationale militaire. Ils restent à tout moment placés sous un seul commandement unique. Et cela parce que, comme la Chambre l'a entendu de la bouche d'experts militaires, parce que si vous avez des contingents séparés qui forment une coalition de troupes et qui venaient à suivre des ordres opérationnels différents, cela engendrerait le chaos le plus absolu, avec des résultats catastrophiques. Et la vie des soldats serait véritablement en danger. Toute personne qui lutte dans un camp doit combattre ensemble et doit suivre les mêmes ordres. Il n'y a pas eu de résultats catastrophiques en RCA parce que les soldats du MLC n'ont pas reçu d'ordres opérationnels de Gbadolité. Le contingent du MLC, une fois qu'il a traversé la rivière et est arrivé à Bangui, a été resubordonné à la hiérarchie des forces centrafricaines. Et les éléments de preuve sont absolument écrasants en la matière. Des éléments de preuve à charge et à décharge donnés à la fois par les FACA, par le LMC, par des documents établis à l'époque des faits, démontrent que le LMC avait été resubordonné au FACA. Et il n'y a pas un seul document nous fournissant des ordres émanant de M. Bemba envoyé aux troupes en RCA. Monsieur Iverson a présenté ses arguments relatifs au contrôle effectif de M. Bemba et s'est appuyé sur des relevés téléphoniques. Il a, ceci étant, donné l'impression que le procureur avait versé au dossier des relevés téléphoniques authentifiés où il était bien établi que l'utilisateur du téléphone était Jean-Pierre Bemba et que l'appel téléphonique était placé pour le colonel Mustapha en RCA. Or, c'est une impression qui n'est pas exacte. Le procureur a fourni une photocopie d'un extrait d'un document non authentifié qui semble être une liste d'appels téléphoniques qui n'est absolument pas indiqué sur le document que le numéro de M. Bemba ou qu'il n'a jamais été utilisé par lui. Il y a par contre des éléments de preuve ou parmi les éléments de preuve du dossier, des relevés des numéros de téléphone de M. Bemba qu'il utilisait à l'époque, et cela figure au bas de toutes ses correspondances, et ce n'est certainement pas l'un de ses numéros de téléphone. Et même si ce téléphone était un téléphone
du MLC, il n'y a absolument aucune preuve qui a été donnée suivant laquelle c'était bien M. Bemba qui appelait Mustapha et non pas l'une des centaines de personnes qui travaillaient au sein de l'état-major à Bangui ou à Bagdolité plutôt. Même si vous acceptez que ces deux numéros de téléphone ont bel et bien été utilisés par M. Bemba et le colonel Mustapha, et les éléments de preuve ne le démontrent absolument pas au-delà de tout doute raisonnable, il n'y a pas la moindre preuve crédible qui était la conclusion suivant laquelle les ordres opérationnels qui étaient relayés entre ces deux l'ont été faits sur ce téléphone. Tout cela relève de la pure conjecture, cela appartient aux suppositions. On ne peut pas, sur la base de suppositions, étayer une constatation. Quoi qu'il en soit, les relevés téléphoniques, de toute façon, n'étaient même pas la thèse de l'accusation, parce que ces relevés téléphoniques présentés par l'accusation commencent le 4 février 2003. Et pourtant, si vous les regardez, le premier contact avec le numéro en question, qui soi-disant est le numéro de Mustapha, est le 10 février 2003. M. Iverson a dit que le témoin P213 avait dit, et je cite, tous les ordres à propos des opérations en RCA venaient de Bemba. Le colonel Mustapha ne pouvait absolument rien faire sans d'abord s'en référer à Bemba. Fin de la citation. Mais si cela était exact, que faisaient donc, qu'ont fait les soldats du MLC pendant 6 jours, alors que la bataille faisait rage, alors qu'il n'y avait aucun ordre qui venait de M. Bemba? Ils ont attendu, comme cela, jusqu'à ce que finalement le téléphone se mette à sonner. Si vous approfondissez un peu cet argument, ainsi que les relevés téléphoniques, vous voyez que cela n'était absolument pas la théorie de l'accusation. Et même si vous acceptez cette proposition, ne serait-ce que pendant 1 minute, à savoir les soldats du MLC combattaient et faisaient partie de la coalition loyalistes, mais recevaient leurs ordres de Bemba. Voyons ce que cela nous donnerait. Les soldats du MLC, donc, sont mélangés aux troupes des FACA. Le témoin P36, par exemple, nous a dit qu'il y aurait eu une compagnie de 150 soldats du MLC et qu'ils étaient mélangés avec un peloton de 30 FACA. Ce qui est logique. Sans les soldats des FACA, à leur côté, les soldats du MLC auraient été complètement perdus et ils n'auraient même pas eu la moindre idée d'où se diriger puisqu'il ne s'agissait pas de leur pays. Et si vous acceptez pendant 1 seconde la thèse de l'accusation, vous retrouvez avec la situation suivante. Vous avez une partie des soldats à qui on dit en avant, marche, repos, et c'est l'état-major des FACA à Bangui qui leur donne ces ordres. Et vous avez des soldats qui sont juste à côté d'eux et à qui on dit Dieu sait quoi, depuis Bagdolité, ou alors peut-être qu'ils se sont contentés d'attendre pendant 6 jours que le téléphone se mette à sonner. Mais ce n'est pas une véritable théorie et cela ne correspond pas à la réalité des événements. Les opérations ont été coordonnées par le truchement du centre de commandement pour les opérations, le CCOP, qui se trouvait au camp Béal. Ce centre fonctionnait 24 heures sur 24, était composé de 5 cellules. Les opérations, la logistique, les communications, le renseignement et les manœuvres futures. C'était un centre qui bourdonnait d'activités avec plusieurs réunions pendant la journée. Le personnel présent compiler, vérifier et analyser les renseignements et formuler des stratégies opérationnelles pour traiter de la situation telle qu'elle évoluait sur le terrain. Et là, il n'est absolument pas question de M. Bemba. Aucun élément de preuve n'a jamais été présenté pour indiquer qu'il a jamais eu des contacts avec le CCOP ou que le MLC aurait établi son propre centre de commandement pour suivre les événements. Pensez à ce qui se passait en RDC au moment de ces événements. Le MLC luttait pour sa propre survie. Vous aviez les négociations à Sun City qui étaient en cours, l'avenir du Congo qui était en train d'être décidé, et tout cela se passait sur l'arène internationale. L'idée suivant laquelle M. Bemba aurait été dans son salon et qu'à partir de son salon, il supervisait la situation qui évoluait dans un État étranger, dans lequel seulement une partie de ses soldats se trouvait, et aurait envoyé des ordres de commandement à ses soldats en utilisant un système de télécommunication non fiable, alors qu'il n'est
il ne sait rien à propos des opérations tactiques. Tout ça est une proposition qui n'est absolument pas plausible. M. Bemba ne commandait pas le contingent du MLC en RSA. La thèse de l'accusation s'écroule dès le premier obstacle. Le deuxième élément de la responsabilité du supérieur hiérarchique exige que l'accusation établisse au-delà d'un doute raisonnable que M. Bemba savait que ses troupes étaient en train de commettre ou sur le point de commettre des crimes relevant de la juridiction de la compétence de la Cour. L'accusation, en fait, est très loin d'avoir satisfait et répondu à ce critère, car il est important de prendre un peu de recul et de voir ce que relatent les éléments de preuve à propos des informations qui circulaient au moment des événements. Que savaient véritablement les gens? Que savaient les gens en République centrafricaine? Que savaient les membres du MLC à Gbadolite? Et que savait M. Bemba? Pas avec le recul de l'histoire, pas maintenant en 2014, mais au moment des événements. Que savait-il? Les éléments de preuve démontrent certainement que pendant le conflit, des bruits ont commencé à être propagés à propos de crimes qui étaient commis contre la population civile. Mais à l'époque, les médias n'ont absolument pas pointé un doigt accusateur seulement vers le MLC, absolument pas. Les rapports des médias qui figurent au dossier ont fait état des crimes commis par les rebelles de Bozizé, mais ont également fait état du fait que la population centrafricaine a véritablement accueilli les soldats du MLC avec joie et soulagement. Le 14 décembre 2002, l'évêque de Bossangoa a été interviewé par Karine Franck. Il a dit que la population avait fui devant l'arrivée des rebelles de Bozizé, que les hôpitaux avaient été pillés, des bâtiments annexés, et il a parlé de cas de viols commis non pas par le MLC, non pas par les Banyamulenge, mais par les rebelles. 2 semaines plus tard, dans un rapport du 31 décembre, la presse centrafricaine faisait état du fait que les soldats de Bozizé avaient pillé des hôpitaux, violé des filles et tué des membres du clergé. Un communiqué de presse de l'AFP, qui porte la date du 25 février, relate exactement la même chose. Il s'agissait de violences et d'actes de destruction provoqués par les rebelles de Bozizé et du fait que la population était soulagée d'être libérée par les loyalistes. Et encore plus incontournable que ces rapports de médias, nous avons le film de Sibout qui a été pris pendant les événements. Dans ce film, le maire de Sibout décrit comment les rebelles de Bozizé se comportent comme des animaux. Le prêtre local parle du MLC qui libère la population de l'oppression des rebelles. Il y a une femme qui explique que les cris de joie que l'on entend dans le film sont des cris de joie des enfants qui sont sauvés par les hommes de Bemba. Et cela corrobore ce que disaient les soldats du MLC. Le témoin des 19 a témoigné que, et je cite, « Je me suis rendu compte d'une chose. Où que nous allions, les habitants locaux étaient heureux de nous voir. Et ils chantaient des chansons. Ils chantaient des chansons de libération. » Fin de la citation. Alors, si l'accusation avance, ou plutôt l'accusation avance que M. Bemba suivait de façon avide ce qui était indiqué par les médias. Si cela est vrai, alors il aurait entendu ces rapports de crimes commis non pas par les soldats du MLC, mais par l'autre camp, ce qui corroborait ce que lui disait le commandant, son commandant qui se trouvait là-bas. Si cela était vrai, comment est-ce que l'accusation peut affirmer que, au-delà de doutes raisonnables, M. Bemba savait que les soldats du MLC étaient les personnes responsables? La majorité des éléments de preuve présentés par l'accusation en l'espèce portaient sur des faits incriminés. Les parties et la Chambre ont entendu pendant des mois des récits épouvantables à propos de ces crimes atroces. Il y a toutefois un dénominateur commun frappant entre la déposition de toutes ces victimes. À l'époque, les crimes n'ont pas fait l'objet de rapport. Le témoin P38 avait un rôle de dirigeant de la communauté en 2002. Il a dit que les viols n'avaient pas fait l'objet de rapport parce que c'était une question d'honneur. Le témoin P81 n'a pas fait état dans un rapport de l'attaque qu'elle avait subie. Et le P82 ne l'a pas fait non plus, P80 non plus. Son conjoint, son mari, s'est rendu au poste de police mais n'a pas
présenté de plainte officielle. Le témoin P79 n'a jamais déposé de plainte à propos du viol de sa fille. Elle n'a entendu parler de personne qui l'aurait fait. Le témoin P63 a fait la même chose, tout comme le témoin P119. Le témoin P75 n'en a pas parlé à son chef local. Elle n'a pas parlé à la police ni aux autorités. Elle n'a pas dit qu'elle avait été attaquée. En fait, elle n'en a parlé à personne. Le témoin P108 était magistrat. Même lui a considéré que cela ne servait à rien de déposer un rapport de police et n'a parlé des crimes qu'après l'arrestation de M. Bemba. Le témoin P169 a parlé d'un meurtre, mais il a dit qu'il n'avait pas présenté de rapport. Le témoin P173 n'a pas présenté de rapport à propos des crimes, ni le P178. Le témoin P47 a avancé qu'il avait assisté à des viols collectifs qui avait eu lieu sur un bateau, mais il n'a pas présenté de rapport. Il n'en a parlé qu'à partir du moment où la CPI est devenue une des parties prenantes. Le témoin P69 a confirmé qu'il était impossible de présenter une plainte ou déposer une plainte pendant cette période. Si les victimes en RCA gardaient le silence, comment est-ce que cette information aurait pu atteindre M. Bemba au Congo? Et après avoir entendu ces vagues rumeurs dans la presse et n'ayant pas été informé des véritables crimes, qu'a fait M. Bemba? Est-ce qu'il a attendu d'avoir des informations concrètes, que ces informations concrètes lui arrivent? Est-ce que, en fait, il a déployé des efforts répétés pour savoir ce qui se passait? Il a appelé le commandant des soldats du MLC en RCA et il lui a demandé à brûle-pourpoint. Pourquoi est-ce que j'entends et je vois ces rumeurs dans la presse? Et ce qu'il a obtenu, ce fut un refus explicite de la situation. Non, non, ce n'est pas ce qui se passe. Donc, qu'a fait M. Bemba? Il a pris contact avec le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies à Bangui. Il n'y a eu aucun retour d'information. Il a écrit à la Fédération internationale pour les droits de l'homme, la FIDH. Aucune information ne lui a été envoyée. Il a écrit au Premier ministre de la RCA. Aucune information ne lui a été renvoyée. Entre-temps, le président Patassé avait fait une déclaration publique dans laquelle il avait dit qu'il n'y avait pas de problème et que la population centrafricaine vivait en parfaite harmonie avec les soldats de Jean-Pierre Bemba. Alors, que savait M. Bemba? Il avait des rapports de médias différents à propos des auteurs des crimes. Son commandant lui a dit que ces bruits étaient de fausses rumeurs. Le président Patassé a dit publiquement que ces bruits étaient erronés. Les Nations Unies ne lui ont rien dit, tout comme la FIDH, tout comme le Premier ministre de la République centrafricaine. Et pourtant, cela n'a pas suffi. Le MLC a quand même envoyé 3 commissions d'enquête pour essayer d'élucider ces rumeurs de crimes. Dans un premier temps, en novembre 2002, la commission mixte Afrique centrale MLC, puis la mission à Zongo à la fin du mois de décembre 2002 et la mission à Sibout, au cours de laquelle des membres importants du MLC ont été accompagnés par des représentants de la presse nationale et internationale pour voir ce qu'il en était à propos de ces rumeurs de crimes. Les 3 commissions ont présenté un rapport à Bagdolité. Les 3 commissions ont fait état dans leur rapport que soit les crimes allégués ne s'étaient pas passés, soit que ces crimes s'étaient passés mais avaient été commis par l'autre camp. Si nous envisageons, ne serait-ce que pendant 1 minute, l'importance de ce fait, à savoir, M. Bemba a diligenté toutes ses enquêtes, il a écrit toutes ses lettres, il a envoyé ses commissions. S'il avait la moindre connaissance que ce fût, que le MLC commettait des crimes en RCA, alors le fait d'écrire au représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies aurait été pour lui prendre un risque incroyable, car cela aurait été une invitation aux Nations Unies pour qu'elles commencent à avoir la trace documentaire publique des crimes du MLC. Il ne s'agissait pas des actes de quelqu'un qui avait connaissance des crimes, c'était visiblement et manifestement les actes de quelqu'un qui n'en avait aucune connaissance. Donc, si les soldats du MLC n'ont pas commis ces crimes. Pourquoi est-ce que les rapports de médias disaient qu'il l'avait fait? Et là encore, il y a une explication qui figure dans les éléments de preuve. Le MLC était en pleine bataille
politique, une bataille pour contrôler le Congo, le 3e pays en Afrique par sa taille et le 4e par le nombre de ses habitants. Il s'agissait d'une bataille qui était menée non seulement dans l'arène militaire, mais dans l'arène politique, par le truchement de la population et en utilisant la propagande. La Chambre a entendu de nombreux éléments de preuve à propos du rôle de la presse en général, mais plus particulièrement à propos du rôle de la RFI. Le témoin de l'accusation P15 a parlé de la Chambre, a parlé à la Chambre de la partialité de la RFI, de sa tendance pour le sensationnalisme, de sa tendance à manipuler l'information et du fait que la RFI était utilisée par les dirigeants de la RDC et du ML dans la guerre menée contre le MLC. Et il y a un exemple dont on se souviendra, un exemple de manipulation, on s'en souviendra à cause de sa nature absolument odieuse. En 2002, la RFI a fait état à tort du fait que les soldats du MLC se livraient à des actes de cannibalisme de pygmées à Isiro. La Chambre a entendu des témoins à charge indiquer que ces allégations de la part de la RFI n'étaient qu'une pure invention, des mensonges inventés pour susciter la honte pour le MLC, pour laminer et saper le soutien et pour ternir la réputation de ce mouvement. En fait, les pygmées qui avaient soi-disant été mangés ont été retrouvés, amenés à Kinshasa et présentés lors d'une conférence de presse au Grand Hôtel. Ces fausses allégations de cannibalisme ont été faites au moment où la RFI présentait des rapports à propos des crimes du MLC en RCA. C'est dans ce contexte qu'il faut situer les rapports de la RFI. En RCA, tout comme à Isiro, la RFI proférait des allégations absolument épouvantables relatives au comportement criminel contre les troupes du MLC. Une fois de plus, le MLC réagit face à ces allégations. Il le fait en se dirigeant là-bas. Des membres importants du MLC vont par hélicoptère à Sibout, là où la RFI a parlé de ces crimes commis par le MLC. Ils les invitent et ils amènent avec eux des membres de la presse internationale et nationale, notamment Gabriel Kahn de la RFI. Un film a été fait de cette mission. La population qui avait été décrite comme étant terrorisée par les rebelles de Bozizé et sauvée par les soldats de Bemba, ce qui fait qu'on assiste à une parfaite volte-face de la RFI avec un article rédigé par Gabriel Kahn le 26 janvier, 5 jours après, qui décrit la violence des rebelles de Bozizé et la libération effectuée par le MLC. Donc là, l'hypothèse suivant laquelle M. Bemba était informé de ces crimes commis par les soldats du MLC, cette hypothèse diminue comme neige au solaire. Il ne s'agit pas d'un commandant militaire qui a entendu des bruits suivant laquelle ces soldats étaient en train de commettre des crimes et qui a suivi la politique de l'autruche. M. Bemba a essayé d'obtenir des informations de façon active et à maintes reprises. Il voulait savoir ce qui se passait. Il n'a eu aucune information. Il n'avait pas la connaissance que ces soldats commettaient des crimes. En un mot commençant, la connaissance de M. Bemba devrait se terminer là. Mais nous ne sommes pas dans un monde très simple. Et en fait, maintenant j'aimerais parler d'autre chose, savoir le fait que M. Bemba est responsable pénalement pour le comportement des soldats du MLC sur la base qu'il aurait dû savoir qu'ils allaient commettre des crimes. Should have known the indictment against him was confirmed on the basis of his actual knowledge. But in September 2012, M. Bemba n'a pas été accusé sur le fait qu'il aurait dû savoir. Mais en septembre 2012, au départ de la présentation des moyens de la défense, la Chambre a averti M. Bemba en lui disant qu'il pourrait éventuellement faire face à une affaire où il aurait dû savoir. Alors il faudrait voir aussi quelle était la position de l'accusation sur cette charge optionnelle. L'accusation a présenté deux arguments qui sont parfaitement incompatibles pour essayer de dire que les deux critères avaient été remplis. Donc l'accusation d'un côté dit M. Bemba a pris les mesures nécessaires pour
pour savoir que ces crimes avaient commis ces subordonnés avaient commis des crimes, mais lorsqu'ils font valoir que M. Bemba aurait dû savoir qu'il y avait des crimes, là, ils disent exactement le contraire, qu'il n'a pas essayé de savoir. Alors, on ne peut pas avoir les deux, en fait. Cela s'exclut. Mais quelle est la cause de l'accusation? M. Bemba sait ou ne sait pas? Si l'accusation dit, en fait, on l'accuse de connaissance, dans ce cas-là, les éléments de preuve montrent bien cela. D'un autre côté, si on le charge qu'il aurait dû savoir, dans ce cas-là, on utilise les mêmes éléments de preuve, mais pour montrer exactement le contraire. Alors, qu'en est-il de cette allégation? Le fait que M. Bemba aurait dû savoir. Sur quelle base le dit-on? Sur quelle base affirme-t-on qu'il a délibérément échoué à obtenir cette connaissance? Il n'a pas du tout, il n'a pas caché sa tête dans le sable, il n'a pas mis des œillères, non, il a fait tout ce qu'il a pu pour savoir. Il a demandé aux gens ce qui se passait sur le terrain, il a téléphoné à son commandant, il a téléphoné aux Nations Unies, au FIDH, au Premier ministre. Il a envoyé 3 commissions d'enquête séparées, et pourtant il n'avait pas d'informations qui étaient vérifiables ou sur lesquelles il pouvait agir. M. Bemba ne savait pas et n'aurait pas dû savoir que des crimes étaient commis, alors que l'accusation dit le contraire. Et l'accusation n'a pas réussi à démontrer que M. Bemba était au courant au-delà de tout raisonnable. Dernier élément de la responsabilité du supérieur hiérarchique, l'accusation doit montrer que M. Bemba n'a pas pris les mesures raisonnables et nécessaires pour éviter ou réprimer la commission des crimes. Il y avait presque 10 ans d'enquête en l'espèce et l'accusation de la CPI n'a pas présenté d'éléments de preuve identifiant un soldat du MLC en train de commettre un crime contre un civil centrafricain. C'est quelqu'un qui parlait le lingala, qui a pillé la maison. C'est quelqu'un qui portait des rangers, qui a violé cette femme. Mis à part Willy Bomengo et les autres qui ont été arrêtés avec lui, l'accusation n'a jamais pu identifier un seul soldat du MLC en disant « c'est lui, le caporal Truc, c'est lui qu'on aurait dû arrêter ». Ce sont ces soldats, ceux de cette compagnie, qui auraient dû être jugés. Et ce n'est pas une surprise. D'après tous les récits, on a bien vu que la RCA n'est pas un endroit facile en ce qui concerne les enquêtes. Lorsque l'accusation a mené ses enquêtes en RCA, je pense qu'ils avaient une bonne équipe, étoffée, des enquêteurs compétents, professionnels, une antenne sur place qui fonctionnait à Bangui. Et pourtant, en 2006, l'accusation se plaignait déjà de ne pas avoir accès à certaines zones et disait que la confirmation des rapports des crimes allégués avait été très difficile à obtenir. Et il n'y a pas que l'accusation qui a eu ce problème. Il y a eu des enquêtes au niveau de la République centrafricaine aussi. Et la Chambre a entendu le juge d'instruction et le procureur de Centrafrique qui étaient responsables de cette enquête. Une enquête qui a duré 1 an, qui était soutenue par le nouveau gouvernement centrafricain et par le PNUD et l'UNICEF. Ils parlaient de Sango, ils avaient tous accès au site, ils avaient tous accès aux archives, et pourtant, ils ont rencontré des obstacles terribles. Les 2 témoins ont dépeint un tableau de leur difficulté à enquêter, alors que la guerre était finie à l'époque. Et leur enquête n'a pas réussi à donner le nom du moindre auteur de crime. Et ils ont décidé donc de ne pas poursuivre M. Bemba. Ça, c'est le contexte. C'est le contexte qui vous explique comment on pouvait enquêter sur des crimes en République centrafricaine. Et dans ce contexte, voici ce que l'accusation allègue que M. Bemba aurait dû faire, les mesures qu'il aurait dû prendre, sont tout simplement absurdes. Il y avait une guerre tout d'abord, en cours. Et pourtant, M.
l'accusation dit que M. Bemba pouvait très bien venir par les airs jusqu'en RCA, donner des ordres, enquêter, juger des soldats pour violation du droit humanitaire international, pouvait organiser des cours martiales, infirmer des condamnations et infirmer aussi des acquittements. Enfin, c'est absolument ridicule. Prenons l'exemple de M. Scalotti. Lorsqu'il nous a parlé hier, il a dit que rien n'empêchait les enquêteurs du MLC à Zongo de traverser la rivière pour aller jusqu'à Bangui, pour enquêter, interviewer des victimes et puis aller voir ce qui se passait dans les hôpitaux et les morgues. Des hommes en uniforme qui traverseraient la rivière pour rentrer dans un pays étranger en pleine guerre, pour fureter dans les morgues, et rien ne les arrêtait pour faire cela. Peut-être qu'ils ne voulaient pas être arrêtés, donc ils ne voulaient pas qu'on leur tire dessus surtout, ou être abattus. Qu'en est-il de la souveraineté de l'État? Quel était le droit qu'avaient les membres de MLC pour rentrer comme ça dans le territoire étranger et pour recueillir des éléments de preuve et détenir des suspects? L'accusation veut ignorer le contexte dans lequel se déroulaient ces événements. Elle ne veut même pas se rendre compte que même 4 ans après la guerre, avec le poids de la CPI derrière elle, avec le gouvernement derrière elle, même l'accusation trouvait qu'il était fort difficile d'obtenir des confirmations sur des crimes allégués. Donc même quand on accepte pour un moment que le MLC aurait eu un accès sans limite à ce pays étranger, qu'elle pouvait rentrer sur ce pays et endosser le rôle des policiers de cet État-là. Qui aurait-il pu interviewer? Les témoins de l'accusation ont bien dit à la Chambre que la population était partie s'enfuir dans la brousse. Alors, le MLC ne pouvait pas arriver avec un sténotypiste, des chaises pliantes, un peu de thé, et puis comment pour recueillir des déclarations. Il y avait une guerre en cours. Et après la guerre, il y avait Bozizé qui était au pouvoir. Et donc, on peut quand même pardonner à M. Mbemba d'avoir pensé que le MLC n'allait pas vraiment être bien accueilli à Bangui, et certainement pas pour aller fureter dans les hôpitaux. Ce ne sont pas des mesures raisonnables ni nécessaires. Les mesures raisonnables et nécessaires sont celles qui ont été prises par M. Bemba, en revanche. Pour ce qui est des mesures prises pour éviter la commission des crimes, eh bien, tout d'abord, le MLC disposait de son code de conduite. Contrairement aux rebelles de Bozizé, les soldats du MLC, eux, devaient adopter le comportement défini dans ce code écrit. Nous l'avons vu car cela a été versé au dossier. L'accusation déclare que M. Bemba, de toute façon, a manqué à son obligation de prévenir les crimes parce que ce code de conduite n'avait pas été traduit en lingala et n'avait pas été distribué. Le témoin de l'accusation P45 est en mesure de savoir ce qu'il en est de ce code et de sa distribution. Or, il a dit, et c'est un témoin de l'accusation, il a dit que les commandants sur le terrain avaient reçu des instructions pour distribuer ce code de conduite dans les langues vernaculières, principalement en lingala. Mais voici ce qui se passait vraiment sur le terrain. La formation des nouvelles recrues du MLC prenait environ 4 à 5 mois. Un autre témoin nous a dit que cela prenait entre 6 à 9 mois. Donc, on apprenait aux recrues à se conformer au code de conduite. La Chambre a entendu que ce code était une Bible, mais qui était orale, celle, parce que comme l'a concédé l'accusation, la plupart des soldats du MLC ne pouvaient ni lire ni écrire. Donc, que le code soit en français, en lingala, en swahili, voire même en anglais, à quoi cela sert si les soldats ne peuvent pas le lire? Mais la pratique était que les soldats devaient répéter les dispositions et les chanter. Et c'est ainsi que l'on distribuait ce code. On leur apprenait la discipline. M. Bemba avait pris toutes les mesures raisonnables et nécessaires pour éviter que des crimes soient commis. Mais avant le départ du contingent de la MLC pour la République centrafricaine, M. Bemba a appelé Mustapha et lui a dit « Les troupes doivent appliquer le code de conduite ». Et M. Bemba ensuite s'est rendu à Bangui au début du conflit. Et il a parlé lui-même aux soldats, personnellement. Alors certes, cela n'a pas été enregistré sur film ni sur bande audio, mais 3 témoins ont dit à la Chambre qu'il avait parlé de la discipline lors de ce discours. Ce qui est logique. En RDC, la pratique de M. Bemba était de demander que le code de conduite soit mis en œuvre et
appliqué. Et il le demandait de façon régulière. Alors, la mesure, ce qui a vraiment permis d'éviter les crimes, c'était la culture et la pratique du MLC en ce qui concerne les sanctions. En 2002 ou 2003, une jeune femme qui habitait à Gbadolite avait décidé de quitter son mari. Elle est partie pour se réfugier chez une femme de sa connaissance, mais son mari l'a suivie et dans la concession de cette femme, le mari et la femme se sont disputés. La femme a dit au mari de s'en aller, il est parti, il a pris son fusil et il est revenu dans la concession pour tuer la femme et sa fille, les abattre. Or, ce mari, cet époux, était un jeune officier du MLC. Il a été accusé, il a été jugé, il a été condamné par la cour martiale du MLC. Et ensuite, il a été exécuté publiquement. Et c'était parfaitement cohérent avec une instruction émise par M. Mbemba en mai 2000 à tous ses commandants de brigade disant que toute troupe, tout soldat condamné de meurtre, de trahison ou de viol se verrait appliquer la peine de mort. Ce n'étaient pas des menaces qui ne voulaient rien dire. Il y a au dossier des listes de soldats du MLC qui ont été condamnés et emprisonnés pour une conduite criminelle et même ceux qui ont été exécutés. Il y a des dossiers dans les cahiers du MLC qui montrent cela, qui montrent quelles sont les sanctions qui ont été prises, quelles sont les punitions qui ont été données. Et le MLC avait aussi une cour martiale qui était en fait une cour foraine qui se déplaçait dans tout le territoire du MLC, donc à Gemena, à Yakoma, à Bumba, à Isiro et à Mombasa, qui en fait étaient là où se trouvaient les soldats du MLC. Donc ils savaient toujours que la sanction n'était pas loin. Et qu'en est-il résulté? Eh bien, on avait des soldats disciplinés dans le MLC. Ils étaient connus d'ailleurs pour leur discipline. Le témoignage de P15 sur ce point est très intéressant. Il nous a dit que la discipline des soldats du MLC était connue et reconnue par tous les autres mouvements de libération. Et que c'est d'ailleurs cette discipline de ces soldats qui permettait au MLC de participer aux négociations de Sun City. Certes, le MLC était le mouvement le plus faible à Sun City parce qu'il n'avait pas de ressources financières. C'est un mouvement qui se trouvait dans la zone la plus pauvre de la République, mais P15 a dit qu'on prenait le MLC au sérieux parce qu'elle disposait d'une armée bien disciplinée. Et il s'agit ici d'un témoin de l'accusation. Il n'y avait pas culture de l'impunité. Il n'y avait pas de climat où on tolérait les crimes. M. Mbemba a pris toutes les mesures raisonnables et nécessaires pour éviter la commission de crimes. Alors, une fois que les rumeurs de crimes ont commencé à circuler, M. Mbemba a pris un grand nombre de mesures. J'en ai déjà parlé de certaines. Il a contacté les soldats, ses troupes. Il a écrit à des lettres aux gens qui peut-être étaient au courant. Il a envoyé 3 missions sur le terrain. Il a aussi accusé, jugé et condamné 7 soldats du MLC qui avaient été pris en flagrant délit de vol. Et ici, il s'agit des procès de Gbadolite tels qu'ils sont appelés. Donc, des mesures raisonnables et nécessaires ont été prises. Alors, comment est-ce que cela peut-elle être compatible avec la cause de l'accusation qui déclare que M. Mbemba est responsable pénalement parce qu'il n'en a pas fait assez? Vous avez entendu l'approche très biaisée des faits de l'accusation, disant que toutes ces lettres, toutes ces mesures, toutes ces demandes d'informations, les enquêtes, les procès, d'après l'accusation, c'était une façade et rien d'autre. Rien n'était vrai. C'était uniquement pour la galerie et rien d'autre. Eh bien, ce n'est pas du tout ce qu'il y a lorsqu'on regarde les éléments de preuve. L'accusation n'a pas montré quoi que ce soit qui montre que M. Mbemba mettait en œuvre ces mesures, en fait, comme vitrine pour cacher son dessein qui était de ne rien faire. S'il avait voulu faire semblant de réagir alors qu'il ne réagissait pas, pourquoi donc aurait-il décidé qu'il y ait une telle couverture médiatique internationale? Il aurait tout laissé en coulisses. Ce seraient des enquêtes qui n'auraient été du MLC uniquement, sans presse, sans présence de la presse, pour pouvoir contrôler le processus. Mais ce n'est pas ce qu'il a fait, il a fait le contraire. Il a voulu qu'il y ait une commission conjointe avec les Centrafricains.
et les conclusions, il ne pouvait pas les contrôler. Si la mission de Sibout n'était que de la propagande et rien d'autre, pourquoi envoyer des journalistes pour rendre compte? Comment le MSI pouvait-il garantir que la population civile dans un État étranger en pleine guerre dirait exactement ce que le MSI voulait qu'il dise devant les journalistes? Ce n'était pas une comédie, ce n'était pas des prétextes, pas du tout. C'était une mesure et une réaction prise après, du fait de l'information dont disposait le MLC. Donc, sachez que pour ce qui concerne les procès de Badolité, là non plus, ce n'était absolument pas une comédie. Lorsque le MLC est arrivé en Équateur, il n'y avait pas de magistrat militaire, il n'y avait pas de procureur, il n'y avait pas d'avocat de la défense. Donc, ils ont recruté à tour de bras. Ils ont finalement trouvé un juge permanent, ils ont trouvé un procureur qualifié. Monsieur Bemba était d'accord pour que des demandes soient envoyées à tous les barreaux du pays pour que des avocats puissent venir pour défendre les suspects. Alors comparez cela avec ce que faisaient les autres rébellions qui sévissaient dans la région à l'époque. Les rebelles de Bozizé ont-ils pris le temps, alors qu'ils étaient en train de faire tomber un régime démocratique en quart, ont-ils pris le temps pour aller recruter des magistrats, pour trouver des tribunaux, des avocats de la défense, pour avoir des procès publics, des prisons, pour rendre des jugements? Eh bien non. Mais les soldats de Gbalolité, de ces soldats qui ont été pris en flagrant délit de vol en RCA, ont été légitimes. Le P15 a parlé du désir évident du MLC d'être transparent. Le témoin de l'accusation Trantis a confirmé que la cour martiale était bel et bien un organe indépendant et que le jugement dans l'affaire des procès de Bagdolité ont été rendus de façon indépendante et que les verdicts et les peines étaient acceptables. De plus, tout ça a été fait en public, y compris le même journaliste du RFI qui était si prêt à critiquer le MLC. Si le procès était vraiment une comédie, pourquoi y avoir invité la presse? Pourquoi n'y a-t-il eu aucun rapport dans les médias internationaux dénonçant ces procès pour ce que l'accusation allègue qu'ils sont, c'est-à-dire des comédies? Mais on a du mal à se demander quelles autres mesures M. Bemba aurait pu prendre. Plus de procès? Mais qui aurait été dans le box? À part ceux qui ont été jugés avec Badolité, il n'y avait pas d'autre nom qui a atterri sur le bureau du MLC. Alors M. Bemba aurait dû commencer peut-être à arrêter toutes les personnes lorsqu'il retraversait la rivière depuis Bangui, sur la base de rumeurs et de ce qu'il avait lu dans la presse. Mais ça, c'est illégal. Et d'ailleurs, les mesures prises par M. Bemba étaient exhaustives, nécessaires et raisonnables, et l'accusation n'a pas démontré quoi que ce soit d'autre. Donc, dans la cause de l'accusation, il manque quelque chose. Un aspect qui n'a pas été exploré. Pourquoi? Pourquoi M. Bemba aurait-il voulu avoir le contrôle opérationnel des troupes du MLC en combat à l'étranger? C'est quand même un travail à plein temps. Et il n'y a pas d'autres membres de l'état-major du MLC qui fournissent un soutien opérationnel ou un soutien d'une autre sorte à M. Bemba. Donc il était tout seul, il faisait tout seul. M. Bemba faisait office d'état-major à lui tout seul, c'est ça? L'accusation vous a dit hier que M. Bemba était un homme qui s'était lancé dans une quête effrénée du pouvoir total en RDC. Mais elle n'explique pas pourquoi il aurait passé des mois de sa vie, à ce moment critique de l'histoire de la RDC, pour diriger des opérations militaires qui n'impliquaient que 10% de ses troupes, et ce dans un État étranger. Mais c'est la cause de l'accusation pourtant. C'est sa thèse. Elle n'est pas plausible, elle n'est pas étayée par les éléments de preuve. L'accusation n'a pas démontré que M. Bemba commandait les troupes du MLC en République centrafricaine.
et les éléments de preuve présentés ne peuvent que mener à un acquittement de M. Bemba. Thank you, Your Honour. That completes those submissions. J'en ai terminé, je vous remercie. Le président, Maître Gibson, nous poursuivrons cet après-midi de toute façon. Donc, si vous avez encore quelque chose à dire, vous disposez de tout le temps nécessaire, Maître Gibson. Je crois que j'en ai terminé pour ce qui me concerne en tout cas, mais Maître Haynes prendra la parole après le déjeuner. Nous allons, dit le président, faire la pause du déjeuner. Il est 13 h ou presque. Nous nous retrouverons à 14h30 cet après-midi. La séance est levée.